Voilà, et donc maintenant, que faire? C'est ça qui va nous intéresser. Donc, nous, on a 3 messages, hein. Bien sûr, Denis et moi, on vous donnera une feuille de route. On tentera de vous offrir une feuille de route en janvier beaucoup plus précise, qui ira voilà, avec une granularité assez forte sur les secteurs, les valeurs. Là, on va juste vous dire, à ce stade de l'année, les thèmes qu'on entrevoit sur 2023. Le premier, c'est une prudence sur les valeurs énergétiques et financières. Ensuite, je passerai la parole à Denis qui vous expliquera comment, selon nous, profiter de la croissance économique chinoise en n'investissant pas en Chine. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et troisièmement, comment profiter de la normalisation sur les investment grade equities, qui est notre classe d'actifs de référence, et les valeurs digitales rentables, si la Fed devient moins agressive. C'est ce qui semble être le cas, en tout cas si on écoute Jérôme Powell à hier soir. Alors, premièrement, prudence sur les valeurs énergétiques et financières. Ce qui attire notre attention sur le graphe que vous allez voir immédiatement, c'est que sur Total Energy, donc qui est la raison principale de la très grosse surperformance du CAC 40, on a alors en anglais on dit une discrepancy, une incohérence, puisque quand même ces valeurs pétrolières, une partie de leur compte de résultat dépend, c'est pas très original, du prix du baril. Et le prix du baril, c'est assez, quand on parle de guerre en Ukraine, etc., tout le monde, si vous faites un sondage dans la rue, 99% des gens vont vous dire mais le baril a fait x2 ou a fait plus 50% cette année. En fait, le baril est en baisse sur l'année et il était en très forte hausse jusqu'à juin, et depuis juin, ça baisse. Total a eu du mal à accompagner à monter à partir du moment où le baril est passé en tendance baissière, et de manière plus surprenante, Total a rebondi très fortement avec le rallye sur les equities, alors même que le baril continuait à baisser. Donc ça, c'est bien sûr un signe d'alerte. Total Energy, ce n'est pas une valeur chère, on en a dans nos mandats. Maintenant, notre choix de gérant aujourd'hui est de ne plus mettre Total Energy, bien sûr, en tête de nos allocations, compte tenu notamment de ce qu'on voit là comme une forme d'incohérence. Et alors, sur les valeurs financières, vous savez que les valeurs financières ont beaucoup souffert avec les taux zéro. Ce n'est pas très sympa d'être banquier, d'avoir des dépôts qui sont rémunérés zéro par les instituts d'émission. Et là, ça a été un gros soulagement. Sauf que être une banque, quand vous rentrez en récession, et 2023 va être une année économiquement compliqué, boursièrement ça reste à voir, parce que vous savez que l'économie et la bourse, c'est deux choses, en tout cas à court terme, à long terme ça se rejoint, mais la temporalité de court terme peut être parfois assez surprenante. En tout cas, on pense que la très bonne tenue des financières, au moment où le coût du risque va devoir être repricé, on aura forcément des défauts. Toutes les faillites qu'on n'a pas eues en 2019, on peut les avoir un peu plus tard, et notamment l'année prochaine. Donc attention aussi sur ce secteur qui finalement a beaucoup aidé un indice comme le CAC 40. Alors, l'opportunité chinoise, avec un point d'interrogation, Bruno l'a signalé tout à l'heure, profiter de la croissance économique chinoise, on va le voir, ce n'est pas une croissance comme la Chine nous y avait habitués ces 40 dernières années, mais c'est de la croissance, et de la croissance en 2023, il n'y en aura pas beaucoup, il n'y en aura probablement pas aux États-Unis, il n'y en aura assurément pas en Europe, il va falloir aller la chercher, il y en a en Asie, et il y en aura notamment un peu en Chine. Donc notre idée, c'est d'aller chercher cette croissance. Pour autant, ce n'est pas sans risque du tout. Voilà, cette croissance peut être 4,4% de croissance en 2023 en Chine. Ça serait quand même un très fort rebond lié évidemment au desserrement des contraintes absolument inimaginables pour nous Européens que le régime chinois imposait à sa population. Alors, en perspective, il faut toujours être extrêmement prudent sur ce genre de projection. On se souvient tous, nous, qui sommes un peu plus vieux, que dans les années 80, on prédisait que le Japon allait dépasser à un moment ou à un autre les États-Unis. Il a été rattrapé par sa démographie, donc souvenons-nous quand même
de la dynamique démographique chinoise, elle est très mauvaise, on le sait. La Chine est une dictature, on n'a pas le droit de faire autant d'enfants qu'on veut là-bas depuis fort longtemps. Bon, il y a quand même un certain nombre de forces qui ne sont pas très sympathiques pour la croissance chinoise. Néanmoins, les projections actuelles, c'est que l'économie chinoise devrait devenir la première au monde à l'horizon, en tout cas au plus tard en 2035. Alors, quelques chiffres hein, sur l'économie. Donc, c'est la deuxième économie au monde en termes de PIB aujourd'hui. C'est la 8e réserve d'or. C'est le premier producteur d'or. C'est le premier importateur d'or aussi, d'ailleurs. En termes de défense, c'est le deuxième budget, derrière le budget américain. En termes de croissance de budget de défense, c'est de loin le premier au monde. Hein, pour parmi les grands pays, la Chine est un pays qui s'arme très, très vite. Bon, c'est pas très bon signe. Mais bon, ça sort de notre cadre spécifiquement d'investisseurs à très court terme, même si à long terme, ça nous rejoint. L'armée populaire de libération, l'APL, est celle qui, en nombre de soldats, compte le plus de militaires en armes. En termes de production, quatrième producteur de pétrole, quatrième producteur de gaz, deuxième producteur de blé, on ne l'a pas forcément en tête. Après, nos amis, historiquement nos amis, mais en ce moment pas tellement, russes. Alors, des restrictions sanitaires assouplies, on a du mal à imaginer ce qu'étaient les restrictions sanitaires chinoises. On parle d'une dictature qui a bien entendu utilisé ce virus pour encore mieux quadriller sa population. Imaginez quand même que si vous êtes en quarantaine, en Covid, ce n'est pas chez vous, vous le faisiez, c'était dans un lazaret. Voilà. Un lazaret collectif, non pas parce que vous êtes un lépreux, dans l'histoire de l'Europe, on s'en souvient, c'est de tristes mémoires, mais vous allez dans un centre collectif de rétention, puisque vous êtes un dangereux personnage. Voilà. Donc là, maintenant, on l'a assoupli depuis le 7 décembre dernier. Vous pouvez la faire chez vous, cette quarantaine. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de penser qu'on peut rester chez soi quand on est malade. Et puis, vous avez depuis le 12 décembre dernier l'arrêt de l'application anti-Covid de suivi des déplacements. Vous étiez, en gros, un GPS sur pattes grâce à votre portable. Voilà, c'est ça la Chine aujourd'hui. C'est un pays communiste qui a réussi sa grève capitaliste à ce jour. Je ne suis pas sûr qu'il fasse s'en réjouir. Pourquoi? Parce que la gouvernance chinoise, c'est ça. C'est un personnage qui s'appelle Xi Jinping, qui a fait donner un coup de barre, en fait, à son pays. Son pays souhaitait, depuis Deng Xiaoping, s'enrichir. Il était extrêmement pauvre. Il se remettait avec grande difficulté des saignées maoïstes. Eh bien, ce monsieur, qui n'est pas sympathique du tout, Xi Jinping, est en train de renvoyer la Chine vers ce qu'elle est, c'est-à-dire un pays communiste et donc une dictature. Et aujourd'hui, depuis octobre dernier, le 20e congrès du Parti communiste, il a été réélu après l'abolition de la limite à 2 mandats obtenue dès 2018. Donc, on ne peut pas dire qu'il s'inscrit dans le temps court, ce monsieur. Il annonce ce qu'il va faire, il le fait. C'est d'ailleurs l'apanage des dictateurs. Et il a ses 6 plus proches collaborateurs qui sont maintenant membres du bureau central du Parti communiste. Donc, autant dire qu'il tient politiquement totalement son pays. Le monsieur en bas à droite, vous vous en souvenez sans doute, avec son sourire extrêmement sympathique et ses facéties type Michael Jackson, eh bien, ce monsieur n'existe plus, il se cache. Pourquoi? Parce que il a osé dire des choses du type « ce régime pense à votre place, bâillonne les libertés individuelles » et ça lui a valu de sécher dans une cave pendant au moins 3 mois et de disparaître. Donc, on est dans une dictature. C'est aussi vrai économiquement. Souvenez-vous, le 25 août dernier, bon, alors certains d'entre nous, les parents, s'en réjouiront, on a un régime qui dit les Chinois, les jeunes Chinois n'auront pas le droit de jouer plus de 3 heures par semaine. Bon, on peut s'en réjouir en tant qu'éducateur, mais ça a un impact extrêmement fort, c'est violent, et ça a cet impact-là en termes de valorisation sur les pure players. Ici, vous avez quelques noms qu'on ne connaît pas bien, puisque ce sont des fournisseurs de jeux vidéo chinois. Vous voyez l'impact le 25 août, vous voyez ce qui se passe derrière, moins 51%, moins 10%. C'est de la destruction de valeur, mais c'était pas la première fois, puisque un mois avant, le 24 juillet 2021, eh bien, le Parti communiste chinois, comprenant et étant effrayé par l'idée qu'un système éducatif privé, a fortiori digital, pouvait diffuser à sa jeunesse des idées potentiellement subversives, comme par exemple les idées de liberté individuelle, d'autonomie, toute chose absolument inaudible pour ce régime, eh bien, a décidé tout simplement d'éradiquer le secteur éducatif privé, le transformant en association, et vous avez le résultat, ça s'appelle une expropriation pure et simple, avec ici 2 exemples de sociétés cotées
dont la valeur s'est effondrée en bourse, évidemment, sur ces annonces. Bon. S'exposer à la Chine, à notre avis, c'est ne pas investir directement en Chine, parce qu'en Chine, vous n'êtes pas propriétaire, vous n'êtes pas dirigeant de vos entités, c'est le Parti communiste qui les possède. Alors, quelques idées ici, Bruno, d'entreprise. Merci. Donc, notre analyse, effectivement, c'est qu'on ne peut pas se passer du consommateur chinois, hein, avec beaucoup je dirais, de cynisme. Beaucoup de sociétés, quand la Russie a envahi l'Ukraine, on dit on va boycotter la Russie, on va boycotter le consommateur russe. Ça permet de s'acheter une bonne conscience pour pas cher. Pourquoi? Parce que la Russie, le consommateur russe, pour des grands géants mondiaux, c'est 1 ou 2% ou 3% du chiffre d'affaires. On ne boycotte pas le consommateur chinois, puisque dans les quelques sociétés qu'on vous cite là, L'Oréal, Kering, LVMH, on aurait pu prendre Schneider, Apple, etc. On oscille entre 20 et 40% des ventes qui sont faites en Chine ou en Asie hors Japon, donc essentiellement la Chine. Donc, mais c'est pour nous, nous on n'a rien contre le consommateur chinois, hein, même si on ne dit pas toujours des choses très agréables sur le régime chinois, et on pense que pour avoir le beurre et l'argent du beurre, d'une certaine manière, c'est-à-dire la croissance du consommateur et l'appétit de consommation du consommateur chinois sans le risque d'expropriation lié au fait d'être coté dans un régime dictatorial, le mieux c'est d'acheter des sociétés qui savent vendre des produits aux Chinois, qui savent même vendre des produits aux Chinois sur les Champs-Élysées, hein, près de chez nous, parce que le Chinese Traveler, il va revenir, hein, encore plus fort qu'avant probablement, et ces quelques sociétés, elles sont au cœur de nos portefeuilles, savent très bien vendre aux consommateurs chinois. Donc, pour nous, pour nos axes d'investissement, ce qui pourrait être, on l'espère, spectaculaire sur l'année 2023, c'est un retour de la qualité, des bilans de grande qualité, de la croissance qualitative, et donc des valeurs digitales rentables, et de la classe d'actifs qu'on aime revendiquer, hein, le investment grade equity. Donc ça ne veut rien dire, investment grade equity, parce que les investment grade, c'est pour les bonds, ça ne concerne pas les equity, mais ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire qu'on investit chez Finaltis que sur des entreprises qui, quand elles émettent sur le marché obligataire, émettent avec un très bon rating de type investment grade. Voilà, donc on a des signes encourageants, hein, on va pas, voilà, hier soir, bon, je sais qu'à tous, à 20 h précises, vous étiez en train de vous brancher sur la conférence du FOMC de Jérôme Powell. Voilà, il nous a en tout cas confirmé que le rythme de hausse des taux ne serait ralentissait, et c'est 50 BP maintenant l'incrément type pour la Fed. Donc, ce qui nous paraît très important à avoir en tête cette année, c'est nous, on est des investisseurs basiques, concrets, et donc nous, on investit dans des sociétés qui sont capables de faire croître leurs bénéfices, et donc leurs bénéfices par action. Et quand le cours baisse beaucoup, alors que le bénéfice par action en 2022, alors que le bénéfice par action en 2022, maintenant 2022 est presque fini, donc on a une bonne visibilité sur la croissance du BPA, d'un Microsoft, d'Asso Systèmes ou Schneider sur l'année, quand ça monte d'un côté et que ça baisse de l'autre, c'est forcément qu'il y a un ajustement quelque part, et cet ajustement, c'est la valorisation. Donc la valorisation de Microsoft, c'est plus que 24 fois les résultats, alors que c'était 35 en début de l'année. Dassault Systèmes, qui est très très dur à acheter parce que c'est toujours très cher vu la qualité de l'actif, c'est moins de 30 fois alors que c'était 52, etc., etc. Donc bien sûr, nous, à aucun moment on va dire ça va revenir à 35, ça va revenir à 52. On dit qu'il y a un potentiel de revalorisation. Pourquoi ça ne reviendra pas demain matin à 52? C'est parce qu'entre-temps, les taux ont monté et qu'on a quand même un peu la concurrence du rendement obligataire, mais les gens gagnaient de l'argent sur Microsoft, Dassault Systèmes, L'Oréal, quand l'OAT était à 5-6%. Donc, on pense qu'il ne faut pas non plus trop polluer sa vision à cause des politiques monétaires. Il faut rester droit dans ses bottes sur des belles boîtes qui produisent de la valeur année après année.